Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'incertitude plane sur l'avenir politique de Robert Mugabe, le président zimbabwéen, placé toujours en résidence surveillée par l'armée. Une médiation est en cours entre les militaires zimbabwéens et des émissaires sud-africains pour décider du sort du héros révolutionnaire. Au-delà de ces discussions, les Zimbabwéens sont partagés entre la joie d'un probable changement politique d'ici quelques mois et l'incertitude et les risques liés au fait que la situation peut dégénérer. On fait le point avec les réactions de la communauté internationale en ouverture de ce journal. Le plan d'urgence triennal annoncé il y a 2 ans au Cameroun est loin d'avoir réussi son pari, à savoir accélérer le développement de plusieurs localités au Cameroun. Vous verrez dans ce journal comment l'épineux problème des indemnisations bloque la construction d'une route dans la Mefouya-Fomba, région du centre. Et à 1 mois des fêtes de fin d'année, des associations de défense des droits des consommateurs déplorent des risques de spéculation savamment orchestrés par des commerçants pour faire grimper les prix des produits de grande consommation. Le ministre du Commerce tente de rassurer, mais les consommateurs restent inquiets et s'expriment dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Sa situation politique reste incertaine au Zimbabwe. Robert Mugabe, le président de ce pays, est toujours placé en résidence surveillée depuis 48 heures. Et depuis ce début de journée, il y a des émissaires sud-africains qui discutent avec des militaires zimbabwéens. Selon des agences de presse, l'armée souhaite que Robert Mugabe cède son fauteuil présidentiel à l'ex-vice-président afin qu'il puisse tenir une transition. D'autres sources évoquent le refus de Robert Mugabe de démissionner et qu'il souhaite s'en remettre à un vote du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Pendant ce temps, les Zimbabwéens sont partagés entre la joie d'un probable changement politique et les risques que la situation dégénère. On fait le point avec Éric Martial Ndiomo. Alors que la situation reste confuse au Zimbabwe, de nombreuses réactions fusent de la capitale Harare. Plusieurs hommes politiques n'hésitent pas à pointer un doigt accusateur sur Grace Mugabe, l'épouse du chef de l'État présentée comme principale cause de l'instabilité actuelle. First lady, Grace Mugabe, is in Zimbabwe right now. The reports that she's out of this country are incorrect. Grace Mugabe est actuellement au pays, contrairement à ce qui est dit par certains. A-t-elle contribué à accélérer le pourrissement de la situation? Je répondrai par l'affirmative. Elle s'est souvent servie des jeunes pour son ascension politique. Elle ne peut pas attaquer et sous-estimer un patron de l'armée et espérer que ses subalternes la respectent. Elle a trop défié cette armée et certains de ses hommes. En cela, je pense qu'elle est responsable de la situation. She keeps on taunting them. She kept on taunting them. Something had to give. So yes, she contributed to this. Les militaires Sam Tenya, les reines du pouvoir, Kudzai Chipanga, le leader des jeunes de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, présenté comme proche de Grace Mugabe, a fait allégeance aux militaires. Public apology to the Commander Defense Forces, General Constant Govea Chiwenga. Je présente des excuses publiques au commandant des forces de défense, le général Constant Chiwenga, au commandant de l'armée nationale du Zimbabwe, au commandant des forces aériennes, aux forces de défense en général et au peuple zimbabwéen pour certaines déclarations faites par moi et mes camarades. En tant que leader des jeunes du parti au pouvoir, j'ai pris du recul et admis mes erreurs. J'ai rendu public un document qui dénigrait vos autorités respectives. C'est une erreur de jeunesse. Nous apprenons encore de ces erreurs. Je n'ai pas été forcé à faire ces déclarations. J'ai décidé de mon propre chef de venir à la télévision nationale présenter ses excuses. J'engagerai des démarches pour rencontrer ces hauts gradés de l'armée afin de formaliser ces excuses. Au sein de la population à Harare, les sentiments sont partagés entre la joie liée à la perspective d'un changement de régime et la peur d'une dégénération de la situation.
Alors que les discussions se poursuivent entre des émissaires sud-africains et l'armée zimbabwéenne sur le sort réservé à Robert Mugabe, la communauté internationale scrute de près l'évolution de la situation sociopolitique au Zimbabwe. D'un côté, le Royaume-Uni qui souhaite déjà l'organisation des élections justes, libres et transparentes, et les États-Unis qui restent assez réservés sur la situation politique au Zimbabwe. On fait le point avec Étienne Pascal Azégué. Dans les réactions internationales non plus, on ne parle pas de coup d'État. Le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson, a déclaré que les événements en cours au Zimbabwe pouvaient constituer un motif d'espoir. Ce dernier met par contre en garde contre une transition qui verrait un tyran non élu remplacer un autre. La première ministre britannique, Theresa May, a déclaré devant les députés britanniques, je cite, « Nous observons les développements en cours très attentivement. La situation est encore très mouvante. » Fin de citation, avant d'appeler toutes les parties à la retenue. Les États-Unis, tout comme l'ONU, ne sont pas restés indifférents à la situation qui prévaut à Harare. Un responsable du département d'État a déclaré à l'AFP, je cite, « Le gouvernement américain est préoccupé par les récents actes des forces militaires du Zimbabwe et que les États-Unis ne prennent pas parti dans les questions de politiques intérieures zimbabwéennes », a-t-il ajouté. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, réclame le calme, l'absence de violence et de la retenue. Ce dernier souhaite par ailleurs que les droits fondamentaux soient préservés, dont la liberté d'expression et d'union. L'Union européenne, quant à elle, espère une résolution pacifique, tout comme sa consoeur africaine, qui demande, en plus de la résolution pacifique de la situation au Zimbabwe, le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Dans le reste de l'actualité, les travaux piétinent sur le chantier de construction de la route Hawaï et Sesoa dans le département de la Mefouia-Famba, région du centre. Près de 2 ans après le lancement, le taux de réalisation atteint à peine 14%. Les populations refusent de libérer les emprises de la route tant qu'elles n'ont pas été indemnisées. Et lors d'une visite du ministre des Travaux publics, c'est une pluie de revendications qui est tombée sur ce chantier inscrit dans le plan d'urgence triennal du Cameroun. Élisée Bogba et Ike Cyril. Sur le chantier de construction de la route Hawaï et Sesoa dans la Mefouia-Famba, région du centre, le ministre des Travaux publics est accueilli par des revendications de la population. Vous êtes sur le terrain, vous avez vu, presque rien ne marche pour le moment. À part les dégagements, on est là, on attend les indemnisations. On nous demande d'attendre. Même le site là où ils ont construit la base là, il n'y a toujours rien, on attend. Donc on croyait que la visite du ministre allait nous apporter quelque chose. C'est une route longue de 72 km qui va relier la localité d'Hawaï à celle de Soa en passant par Essé. Sur les abords de la route, toutes les emprises n'ont pas été libérées. Certaines maisons sont encore debout. Les propriétaires de ces maisons disent attendre d'être indemnisés avant de libérer les espaces. Les travaux ne peuvent pas bien évoluer parce qu'on attend que le gouvernement, que l'administration indemnise les populations qui sont sur l'itinéraire. Vous voyez donc par endroit, les travaux peuvent avancer par ailleurs, il y a un petit retard. En visite sur le chantier, le ministre des Travaux publics s'entretient avec les techniciens, question de comprendre le processus et d'apprécier le niveau d'avancement du chantier. En attendant, on leur donne les moyens. Depuis le lancement des travaux le 18 octobre 2016, les choses n'ont pas beaucoup bougé sur le terrain. L'installation et le repli du chantier ont été effectués à 63,31%. Le nettoyage, le débroussaillement, l'abattage et la démolition des ouvrages ont été réalisés à hauteur de 25,53%. Le terrassement, pour sa part, est réalisé à hauteur de 11,63%. C'est dit que le chantier n'en est qu'au début. D'ailleurs, on situe le taux d'avancement des travaux à 12,33%. Les acteurs du projet. Au terme de la visite sur le terrain, le ministre des Travaux publics a tenu une séance de travail avec les différentes parties prenantes à la réalisation de ce projet. Le coordonnateur du PNUD au ministère des Travaux publics répond à la question des indemnisations posées par les populations. Actuellement, pour que les populations soient indemnisées, il faut le décret d'expropriation. À ce niveau-là, nous sommes également, le ministre a donné des grandes orientations.
parce que c'est un dossier qu'il a personnellement instruit pour l'accélération, afin que d'ici à terme, les populations soient indemnisées. On ne voulait pas accuser un retard, parce que s'il fallait d'abord indemniser, on n'aurait jamais commencé. Donc il a tenu à ce que les travaux commencent et que, entre-temps, le processus d'indemnisation, qui n'est pas de son ressort, qui est le ressort d'un autre ministère, puisse être accéléré parce qu'il encadre suffisamment ce processus avec son collègue du ministère des Domaines et des Affaires foncières qui est en charge, n'est-ce pas, la préparation du décret. Le coordonnateur du PLANUD évoque également les difficultés rencontrées dans la réalisation de ce projet. La mobilisation de l'entreprise actuellement n'est pas encore au top attendu. Nous avons encore par exemple les concasseurs qui sont attendus. Nous n'avons pas encore vu de concasseurs parce que la roche, c'est quelque chose qui prédispose pratiquement à 70% de la réussite d'un chantier. Donc nous avons un petit retard à ce niveau. Nous essayons de mettre la pression pour que le concasseur arrive, pour que les travaux, n'est-ce pas, d'enrochement, les travaux de béton, les travaux de chaussée puissent commencer à ce niveau. La route Hawaï et Sessoa rentre dans le cadre du plan d'urgence triennal lancé par le président de la République en 2015. L'ouvrage en est encore à ses débuts, pourtant il connaît déjà ses premiers soubresauts du fait des revendications des populations qui attendent toujours d'être indemnisées. 24 mois, c'est le délai d'exécution des travaux qui vont coûter une bagatelle de plus de 34 milliards de francs CFA. Sur le chantier de construction de la route Hawaï et Sessoa, Élisée Bogba, Aïk Cyril, Equinox Télévision. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'annonce de la disponibilité des produits de grande consommation est loin de rassurer des associations de défense des droits des consommateurs et déplore les spéculations savamment orchestrées en fin d'année par des commerçants véreux pour entretenir des tensions inflationnistes sur le marché. Du coup, des produits se vendent à des prix d'or au grand détriment des consommateurs. Une concertation s'est tenue à cet effet au ministère du Commerce pour régler ce problème à un mois des fêtes de fin d'année. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. C'est bientôt la fin d'année, période délicate au cours de laquelle la spéculation dicte souvent sa loi aux consommateurs des produits de masse. À la veille de chaque fête de fin d'année, il est normal que les consommateurs s'inquiètent quand on sait que c'est une période où plusieurs commerçants veulent s'enrichir sur le dos des consommateurs pour traiter correctement, alors que les consommateurs, eux, ils ne font pas bien. C'est aussi une période délicate pour les consommateurs des services de télécommunications. Il y a beaucoup d'abus. Je vais d'abord commencer par exemple par la qualité d'écoute. Il y a des intermittences lors des appels. C'est-à-dire, vous appelez quelqu'un, vous n'arrivez pas à communiquer, les communications se coupent. Il y a de ça. Il y a sur le plan de l'Internet. L'Internet n'est pas disponible. Et quand il est même disponible, il n'est pas de très bonne qualité. Il y a parfois les pertes de réseau, comme vous l'avez toujours constaté et que nous l'avons toujours décrié. Comme il est de tradition, le gouvernement reste en éveil et entend jouer sa partition afin que les Camerounais passent de joyeuses fêtes, loin des pénuries et autres spéculations entretenues par des commerçants véreux. Quelqu'un dit avait raison que ce n'est pas le jour du marché, n'est-ce pas, qu'on engraisse le poulet. Donc il est toujours bon d'anticiper pour être en mesure de corriger. Et ce que nous constatons, c'est que dans l'ensemble, la leçon a été retenue, puisque les opérateurs ont intégré que leur intérêt n'est pas de spéculer ou de créer des pénuries sur un marché, mais au contraire, de rendre le produit disponible et de fidéliser ainsi la clientèle. Mais la situation est bonne sur l'ensemble des filières. Des associations de consommateurs entendent également veiller au grain. La première chose à faire, c'est que le consommateur doit s'approprier les prix des produits de grande consommation. Ensuite, vérifier pour s'assurer que ces prix-là sont appliqués sur le marché. Et si tel n'est pas le cas, nous saisir afin qu'on puisse amener les responsables du ministère du Commerce en charge de la question du contrôle, de faire le travail. Avec les opérateurs économiques des filières volailles, riz, sucre, produits halieutiques et aquacoles, huiles végétales et produits dérivés, le ministre du Commerce a fixé les bases d'un partenariat franc et sincère afin que rien ne vienne perturber la sérénité des consommateurs pendant les fêtes de fin d'année qui pointent à l'horizon. C'est la principale information en cette semaine. La situation
politique toujours confuse et incertaine au Zimbabwe. Depuis quelques heures, des émissaires sud-africains et des militaires zimbabwéens discutent du sort qui doit être réservé à Robert Mugabe, président zimbabwéen qui a passé 37 ans à la tête de son pays. Depuis près de 48 heures, il est placé en résidence surveillée et selon des agences de presse, il participe à cette médiation qui est tenue par des émissaires sud-africains qui discutent avec l'armée, elle qui souhaite que le président Mugabe se retire du pouvoir et cède son fauteuil à son ex-vice-président. Robert Mugabe refuserait cette option de démission et souhaite s'en remettre au parti au pouvoir, la ZANU-PF. Comment analyser cette situation? C'est une édition spéciale d'information. Et pour en parler, pour vous permettre de mieux comprendre l'évolution de la situation politique au Zimbabwe, je reçois sur ce plateau le directeur de publication du journal Le Messager, Alex Gustave Azebazé. Bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir aux téléspectateurs du journal télévisé d'Equinox. Alors, vous suivez de près cette situation au Zimbabwe. C'est un héros de la révolution zimbabwéenne, un acteur majeur de la politique en Afrique de par ses prises de position, qui aujourd'hui est placé en résidence surveillée. Et depuis quelques heures, des discussions entre des émissaires sud-africains et l'armée zimbabwéenne sur le sort réservé à Robert Mugabe. Comment analysez-vous cette évolution de la situation politique dans ce pays? C'est désolant de constater que après le parcours que vous avez bien fait de rappeler d'un nationaliste qui a conduit ou participé à la lutte de libération, a dirigé le pays pendant 3 bonnes décennies, parce que 37 ans c'est pratiquement 40 ans, ne soit pas capable ou n'ait pas pu être capable d'organiser une transition vers sa sortie ou organiser sa propre sortie. Voyez-vous, la situation au Zimbabwe est symptomatique de ce que les pouvoirs qui durent, quel que soit par ailleurs le rôle que chacun des tenants de ce pouvoir-là ait joué éventuellement dans l'histoire des pays, préparent les fins chaotiques, à la fois pour ces dirigeants-là, mais aussi pour les pays. Vous venez de rappeler que le président Mugabe n'entend pas se retirer, alors que la réalité du pouvoir lui échappe aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui fait tenir Mugabe aujourd'hui? C'est simplement la prise de position des chancelleries, notamment les pays membres de l'Union africaine, même les pays de l'Union européenne, qui, sur le principe, considèrent que la prise de pouvoir par des moyens dits non démocratiques, et c'est un dispositif fort de l'acte constitutif de l'Union africaine, que tout État, tout gouvernement qui s'installe au pouvoir, aux commandes de l'État, en dehors des cadres constitutionnels prévus, ne peut pas être reconnu par l'Union africaine. Alors l'Union africaine qui parle de coup d'État au Zimbabwe, mais l'armée refuse d'évoquer ce terme et parle plutôt d'une tentative de neutraliser des criminels autour du président Mugabe. On a suivi dans un reportage réalisé avec le service politique d'Equinox Télévision, qui fait savoir que son épouse, Grace Mugabe, serait elle aussi une actrice du déclenchement de cette situation politique devenue incertaine. Non, il va de soi que, et je finis par par votre deuxième point, il va de soi que c'est la détermination de l'épouse du président Mugabe, la première dame, sa jeune épouse, parce qu'il faut rappeler que la différence d'âge entre les deux, c'est environ 40 ans. C'est environ 40 ans. C'est le fait pour celle-là d'avoir formé un groupe dit de jeunes qui ont pour la plupart 40-45 ans et qui considèrent que ils doivent pouvoir diriger le pays du simple fait qu'ils ont organisé une coterie autour de cette femme-là, dont personne ne lui connaît un parcours politique quelconque. Personne ne lui connaît, comment je veux dire, un parcours, y compris à l'intérieur de la ZANU-PF, qui est le parti historique, mais au pouvoir aujourd'hui, qui a perdu le pouvoir il y a 10 ans lors des élections que la coalition de l'opposition avait remportées, mais que cette armée, malheureusement, cette armée et la police avaient contesté.
quand je finis de dire ça, qu'est-ce que cela traduit? Ça traduit simplement une difficulté en Afrique, parce que cette situation n'est pas propre au Zimbabwe, il faut pas s'enlever. Ça traduit une situation propre pour les dirigeants africains, les leaders au pouvoir africain, de se considérer comme pouvant vivre hors du pouvoir, et à défaut de préparer dans le cadre constitutionnel, notamment cadre constitutionnel de l'État, mais interne dans les partis politiques, les transitions telles que chaque membre de leur parti qui est dominant puisse leur succéder. Ils ont tellement mal géré leur pays, tellement mal géré, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le Zimbabwe est dans une faillite économique à nul autre pareil, du fait de la gouvernance qu'a mise en place le président Mugabe, qui à un moment donné n'était plus en mesure de proposer ou d'offrir des réponses économiques viables à cette population qui, justement, une bonne partie est jeune, mais qui veut, parce que toute population dans tous les pays, y compris comme dans le nôtre, attend des gouvernements qu'ils leur apportent des réponses à leurs besoins économiques et sociaux. Mais nos gouvernements aujourd'hui, quand ils ne sont plus en mesure, parce qu'ils ont trop duré et sont au bout du rouleau, ils agitent le spectre des complots internationaux pour essayer de survivre à la tête des pouvoirs. Mugabe a joué sur cette corde-là pendant les 10-12 dernières années. Et aujourd'hui, il y a des batailles de succession. Est-ce que ces batailles prennent en compte l'intérêt général des Zimbabwéens? Ces batailles de succession qui ont cours. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'intérêt général des Zimbabwéens, c'est que le président Mugabe soit mis hors du pouvoir. Parce qu'il est le principal problème au Zimbabwe aujourd'hui. Vraiment, lui dire ce n'est pas manquer d'égard pour, comment je dis, pour CLD, comme on l'appelle, mais simplement constater que le sort d'un pays ne doit jamais dépendre d'un individu. Quand un dirigeant d'État en vient à être un problème pour l'ensemble des composants de la société, l'opposition ne le soutient pas, une bonne partie de son parti, la ZANU-PF, parce que les purges qu'il a organisées ces dernières années, depuis 3 ans, en commençant par l'ancien vice-président, et donc, excluant de fait de la compétition interne dans le parti, tous ceux qui travaillaient et s'étaient préparés pour lui succéder. Et ça, ce n'est pas juste dans une Alors aujourd'hui, l'armée semble avoir pris position pour l'ex-vice-président qui a été limogé il y a une semaine. Robert Mugabe serait en train de vouloir s'en remettre au vote du parti au pouvoir, et la population reste dans l'expectative. Quels sont les scénarios de sortie de crise en quelques mots? C'est un peu malin pour le président Mugabe de considérer que la solution ne viendrait que du parti au pouvoir. Parce que, justement, il a organisé, à la demande de son épouse, une purge des adversaires, donc de ses adversaires, dans le parti au pouvoir. Donc, à l'intérieur du parti au pouvoir, il est évident que si c'est le parti au pouvoir qui doit choisir la ZANU-PF dans sa configuration, j'allais dire fonctionnelle actuelle, le président Mugabe ne gagnerait une compétition à l'intérieur de ce parti-là. C'est pour cela que l'enjeu ailleurs, on va aller à la négociation politique, comme elle est en train de se dérouler. Mais si le président Mugabe, qui se sert de la posture de la SADC qui est présidée par l'Afrique du Sud de Zuma, du président Zuma, qui lui-même est un autre phénomène en Afrique australe, s'il se sert de cette posture et des coalitions qui se nouent au sein de l'international socialiste, parce que la ZANU-PF, l'ANC, le parti de celui qui est président de Guinée en ce moment, président Alpha Condé, sont des piliers de l'international socialiste. Et il y a derrière tout ce qui se joue en ce moment, c'est que ces alliances qui ne sont pas forcément idéologiques, elles sont essentiellement intéressées, qui se jouent, mais dans l'intérêt de qui? Pas dans l'intérêt des Zimbabwéens, parce que tant que Mugabe reste au pouvoir, le président Mugabe reste au pouvoir, le risque qu'on débouche sur une guerre civile n'est pas écarté. À défaut, il pourrait s'organiser une insurrection. Mais voyez-vous, l'opposition zimbabwéenne a tellement été rudoyée par le pouvoir de la ZANU-PF, qui certes divisé, a quand même en commun de ne pas vouloir laisser l'opposition qui à un moment donné a été suffisamment légitimée par la population
bénéficier de cette confiance de la population. Alors, l'intervention sud-africaine va-t-elle suffire à pouvoir ramener une situation politique plus apaisée et construire un meilleur avenir pour le Zimbabwe? Moi, je n'ai pas confiance à la médiation sud-africaine. Pourquoi? Parce que l'un des pays qui a contribué à l'arrogance du président Mugabe vis-à-vis de, comment je dis, vis-à-vis des différentes composantes de la sphère politique concurrentielle dans ce pays, c'est quand même l'Afrique du Sud, notamment l'ANC. L'ANC a toujours tout pardonné à Mugabe, au président Mugabe, en agitant le discours extrêmement prétendument nationaliste, mais qui en réalité est un discours qui permet à des clans qui sont agrippés sur l'appareil d'État. En Afrique du Sud, on le voit avec le groupe Gupta, le groupe indien Gupta, qui est un groupe extrêmement corrupteur qui domine aujourd'hui l'appareil ANC dirigé par le président Zuma. Dans ce pays-là, au Zimbabwe, on a pratiquement le même phénomène. À la différence que le Zimbabwe appauvri, la rente à partager est devenue exiguë. C'est pour ça que ces luttes à l'intérieur de l'ANC, mais aussi dans l'ensemble de la société zimbabwéenne, risquent, si une solution qui satisfasse les adversaires de Mugabe n'est pas trouvée rapidement, je le dis et je le répète, on va au-devant de graves difficultés, notamment le risque d'une guerre civile. Merci Alex Gustave Azebazé pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal Le Messager et analyste politique. Précisons que la situation reste toujours incertaine au Zimbabwe, des discussions qui se poursuivent entre émissaires sud-africains et des militaires zimbabwéens en présence de Robert Mugabe. Rien n'est encore décidé sur son sort. Et maintenant, l'actualité nationale, plus de 4 semaines après la fermeture des frontières terrestres entre le Cameroun et le Nigeria. Cette mesure administrative vient d'être levée dans les régions anglophones et c'est déjà le sourire pour des commerçants. Ils regrettent ces dernières semaines où ils ont enregistré d'énormes pertes liées bien sûr à la baisse de leurs activités et à l'approche des fêtes de fin d'année. Ils croisent les doigts pour que le rythme normal des affaires reprenne entre le Cameroun et le Nigeria. Innocent Abega et Flavien Dongo. L'annonce de la réouverture des frontières Cameroun-Nigeria sonne comme un ouf de soulagement pour les commerçants nigérians basés à Douala. Parce que cette nouvelle, on a appris, on est très fiers, contents. Bon, les choses vont recommencer comme c'était avant. Ça nous fait du bien parce que la frontière est ouverte, ça nous permettra maintenant de voyager sans problème. Les tracasseries dont ils ont été victimes durant les 2 mois de fermeture des frontières sont désormais aux oubliettes. Au niveau des prix, les prix seront un peu bien là maintenant par rapport à avant, quand ça sera plus exorbitant, comme on faisait beaucoup de parcours, de cache-cache, on faisait et puis on avait beaucoup d'aléas quoi. Bon, les difficultés, bon, le transport est augmenté. Tu arrives, si les chauffeurs de pirogue acceptent de te porter, on prenait à 18 000 avant. La période en question était teintée de corruption, de tracasseries policières et douanières. Toute chose qui a amené certains commerçants à abandonner les marchandises d'un côté ou de l'autre des 2 pays. On a voyagé, on a acheté, c'est bloqué là-bas au Nigeria depuis. Les prix de transport aussi également sont manqués, tout est devenu cher. Pendant tout ça, les choses vraiment sont devenues très difficiles. Au marché Congo à Douala par exemple, l'espace réservé au déchargement des marchandises a été transformé en un parking de véhicules à cause du manque d'activité. L'on se souvient que c'est le 29 septembre dernier, veille du 1er octobre 2017, que les autorités administratives des 2 régions anglophones s'étaient engagées à suspendre les déplacements non contrôlés des personnes et des biens aux frontières Cameroun-Nigeria. C'est un véritable coup de théâtre. Le concours d'entrée à l'ENAM, dont les résultats sont attendus depuis plusieurs mois, viennent d'être annulés par le ministre de la fonction publique, concours auquel ont pris part les enfants du président de la République du Cameroun, concours annulé par le ministre de la fonction publique qui vient de faire cette annonce dans un communiqué. Pourtant, il y a quelques heures, ces résultats venaient d'être annoncés par
le directeur général de l'ENAM, et quelques heures plus tard, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, qui, dans un communiqué, annule ces résultats du concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature du Cameroun. Poursuivons ce journal avec l'ambition des communes et des villes de la région du littoral qu'ils souhaitent améliorer le développement de leur population à travers un plan d'urbanisation véritablement intégré. Les contours de ces différentes initiatives et des stratégies ont été donc évoqués à Douala. Des précisions avec Eukwa Claude et Étienne Pascal Azégué. Le développement des villes et communes dans la région du littoral passe par l'exposition et la valorisation de ce qu'elles ont comme potentiel. Les exécutifs de ces communes sont convaincus que ce procédé va à coup sûr attirer des investissements pour le développement de la région du littoral. La gestion des déchets et des ordures ménagères. Ça, ce sont des questions extrêmement importantes et les communes du littoral nous sont dit qu'il faut se mettre ensemble parce qu'une commune seule ne se suffit pas. La plupart des communes que compte la région du littoral ont encore le statut de commune rurale. La mise en place d'un processus de maturisation collective des projets au sein de ces communes va leur permettre de pallier à l'insuffisance des moyens financiers, mais également des ressources humaines qualifiées qui sont les principales causes de leur sous-développement. Nous avons pensé qu'il faut travailler dans un changement de paradigme, c'est-à-dire une commune essentiellement dépendante à la fiscalité, à une commune qui génère des revenus qui sont, n'est-ce pas, qui pourraient être utilisés pour développer des services essentiels. Le forum annoncé pour se tenir du 23 au 25 novembre 2017 à Douala s'inscrit en droite ligne dans la loi d'orientation de la décentralisation. En attendant bien évidemment l'effectivité de la dite décentralisation au Cameroun. Très peu de parents s'en rendent compte, mais leurs enfants inscrits dans les collèges et lycées sont de plus en plus exposés au chanvre indien et au cannabis. D'autres avouent être déjà accros à la consommation de ces stupéfiants qui circulent déjà en milieu scolaire. Une enquête du réseau parlementaire Jeunesse Espérance dévoile l'ampleur de ce fléau social et critique l'inertie des pouvoirs publics pour lutter contre la déperdition scolaire et la consommation des drogues en milieu scolaire. Des précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. Je vous parlais donc de cette enquête menée par le réseau parlementaire Espérance Jeunesse sur l'ampleur de la consommation de la drogue en milieu scolaire. Les chiffres sont effroyables et l'indifférence des pouvoirs publics est critiquée par les parlementaires. Des précisions avec Guy Zogo. À l'Assemblée nationale, le réseau des parlementaires pour l'espérance jeunesse, REJ, vient de lancer la guerre contre la consommation des drogues et de l'alcool en milieu jeune au cours d'une session d'échange au Parlement. Les objectifs sont précisés. Sortir cette question de la loi de l'Omerta pour la mettre en exergue afin que véritablement qu'on ait le courage de regarder et de voir ce qui se passe en matière de drogue et alcool en milieu jeune. À ces préoccupations, le Conseil national de la jeunesse s'associe pour porter haut le plaidoyer sur cette question. Le Conseil, à travers les différentes associations de jeunesse, mène beaucoup de plaidoyer dans ce sens-là. Plaidoyer essentiellement qui porte sur le renforcement de la législation en ce qui concerne l'accès à l'alcool, l'accès aux stupéfiants par les jeunes. Les pays plus développés que le Cameroun, où pour acheter l'alcool, il faudrait monter ta carte d'identité. Il faut avoir un certain âge pour pouvoir acheter juste l'alcool. Pour les parlementaires du REJ, il faut désormais aller plus loin sur le terrain de la législation. Nous, parlementaires, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une modification du corpus législatif et réglementaire sur les questions d'alcool et de drogue en milieu jeune. En attendant, les chiffres d'une étude récente confirment la dangerosité de la situation. Dans la seule ville de Yaoundé, il a été recensé 767 bars à proximité de 72 établissements scolaires, soit une moyenne de 10 bars par établissement.
Dans le même temps, la consommation des stupéfiants, dont le cannabis et le tramol, connaît une véritable explosion. Les députés du REJ ont décidément du pain sur la planche. Les familles des soldats victimes des attaques meurtrières dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont été reçues par le secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bocam, leur a apporté du réconfort et a promis que ces crimes ne resteront pas impunis. Il doit également leur rendre des honneurs militaires dignes des soldats tombés sous le champ d'honneur. La cérémonie doit se tenir demain à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. La promotion des langues maternelles et du multiculturalisme reste une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics, mais aussi pour la communauté nationale. Un festival des arts et de la culture Bangou est prévu dans un mois dans cette localité située dans la région de l'Ouest, et nous en parlons ce soir avec le coordonnateur de ce festival, Clotaire Cuomo. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes le promoteur, coordonnateur du Festival des arts et de la culture Bangou. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'organiser un tel festival au sein de cette communauté? Merci Cédric pour l'opportunité que Equinox offre à Bangou pour parler de ce festival. Je commencerai par dire qu'en fait l'intérêt aujourd'hui, le premier intérêt, c'est de faire de Bangou à terme une destination touristique. Et également l'intérêt, c'est que les fils et les filles Bangou se retrouvent ensemble autour de l'amour et de la fraternité pour célébrer l'amour, vraiment célébrer l'amour. Parce que très souvent on se retrouve au village seulement dans les occasions de deuil. Et il est ici question de... Parce qu'en fait le festival c'est un instrument de développement. Un peuple épanoui qui prend l'amour peut véritablement mettre en place un processus de développement. On ne peut pas mettre en place un développement où ne règne pas l'harmonie. Donc le festival c'est un outil qui participe au développement de Bangou. Et un autre intérêt également, c'est de permettre à la communauté nationale et internationale de découvrir le patrimoine culturel de Bangou. Justement, quelles sont les spécificités de ce patrimoine culturel que vous souhaitez promouvoir à travers ce festival? Une des grandes spécificités, est-ce que vous savez, Cédric, qu'à Bangou, qu'un des sites, vous savez que Bangou était un des grands sites d'esclaves à l'époque. Après le Sud-Ouest, nous avons le site des esclaves à Bangou, que beaucoup de gens ne savent pas. Bangou a été victime, le peuple Bangou a été victime de l'esclavage. Et c'est l'occasion, c'est pour ça que nous appelons les gens, il y a même des Bangou qui ne savent pas qu'il y a un site d'esclaves à Bangou. Et également, Bangou a pas mal de sites touristiques à découvrir. Vous voyez par exemple le site d'un Kep, du village de vacances d'un Kep, de Francis Nana, qui aujourd'hui, doit d'ailleurs accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2018. Ça a été choisi comme, en 2019, ça a été choisi comme site d'entraînement. Et beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Nous invitons même les Camerounais, même les étrangers à venir découvrir ce qui est à Bangou, ce qui existe à Bangou. Bangou aujourd'hui, nous ne travaillons plus à Bangou pour que Bangou soit un village en développement, nous travaillons pour que Bangou devienne une ville en construction. Alors au-delà justement de ces sites touristiques dont vous faites mention, il y a la question de la promotion de la langue maternelle qui semble disparaître lorsqu'on écoute les jeunes générations, quelles que soient les communautés. Quel est l'accent que vous comptez mettre sur cet aspect pour promouvoir la langue maternelle chez les Bangou? Pour vous mettre l'accent, je vais parler un mot en Bangou. Même Ndabse Mama Pemba peut faire le pape d'Injou, cela ne dit pas, tant que nous ne sommes pas, pape non-connu, ne fait pas. C'est-à-dire que j'invite toute la communauté Bangou du Cameroun et de la diaspora qu'on se retrouve à Bangou du 2 au 9 décembre 2017 pour célébrer l'amour. Et vous savez, on a un roi très dynamique, Sa Majesté Tayo de Marcel. Il est très impliqué dans l'organisation de ce festival. Et par rapport aux langues nationales, ce sera un thème central du festival. Nous avons des soirées de réflexion sur la langue Bangou, l'écriture de la langue Bangou. Donc nous invitons déjà les parents. Vous savez, aujourd'hui, on parle du multiculturalisme, on commence par la langue maternelle. Dans nos familles, très peu de parents parlent la langue maternelle aux enfants. C'est l'occasion ici d'appeler nos parents. Nos parents, qu'il faut promouvoir la langue dans les familles, ça commence par la maison. Sinon, cette culture que nous faisons la promotion aujourd'hui va disparaître. Aujourd'hui, nous sommes intéressés par Bangou parce que nous avons été élevés dans des contextes où nous parlions la langue. Et si on ne fait rien, cette culture va disparaître. Donc c'est pour ça que nous invitons les parents à venir, les enfants à venir avec les enfants au village.
Et nous avons pas mal d'artistes du village de Bangou qui seront à Bangou. Entre autres, Remesta, Bangou Star, Alex Dewey et bien sûr des artistes invités comme Coca Narciste, comme les futuristes qui seront le vendredi soir. On offre un grand concert, les futuristes le vendredi soir et bien sûr meublé chaque soir, pas des animations théâtrales. Donc on a recruté des artistes, un directeur artistique de renom qui est en train de recruter, qui est en train de former les Bangou. Et chaque soir on aura de l'animation théâtrale sur des thèmes comme l'histoire de Bangou, la dot, la polygamie et bien d'autres, pour pouvoir permettre à la jeunesse de découvrir le patrimoine culturel de Bangou à travers des actes Et de quel accompagnement bénéficiez-vous pour pouvoir mener à terme ce projet de festival des arts et de la culture Bangou? Je commencerai par remercier les mécènes, les sponsors qui nous ont déjà fait confiance jusqu'ici. Je ne veux pas les citer, ils sont tellement nombreux. Et également la population Bangou qui contribue. Parce que Bangou, on peut faire un festival qu'en comptant sur les Bangou du Cameroun, de la diaspora. Je profite pour vous dire qu'on a une diaspora, un potentiel humain très important, tant au Cameroun qu'à l'extérieur. On a une diaspora très dynamique qui participe à l'organisation de ce festival. Et ici, vous permettez que je vous dise, pour nous, le festival, c'est un instrument de pérennité de développement de Bangou. Parce qu'en fait, autour de ce festival, nous avons pu mobiliser la diaspora tant en Europe qu'aux États-Unis. Et nous pensons que nous sommes en train de mettre en place des jalons de développement de Bangou avec la contribution de la diaspora. Merci Clotaire Pomo. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de ce festival des arts et de la culture du peuple Bangou qui se tient du 2 au 9 décembre prochain dans cette localité située dans la région de l'Ouest. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision ce soir, l'émission Regard Social, présentée par Eric Kouamo. Bonne soirée sur cette même antenne. Parce que cette situation n'est pas propre au Zimbabwe, il faut pas s'enlever. Ça traduit une situation propre pour les dirigeants africains, les leaders au pouvoir africain, de se considérer comme pouvant vivre hors du pouvoir et à défaut de préparer dans le cadre constitutionnel, notamment cadre constitutionnel de l'État, mais interne dans les partis politiques, les transitions telles que chaque membre de leur parti qui est dominant puisse leur succéder. Ils ont tellement mal géré leur pays, tellement mal géré parce qu'il ne faut pas se leurrer, le Zimbabwe est dans une faillite économique à nul autre pareil, du fait de la gouvernance qu'a mise en place le président Mugabe, qui à un moment donné n'était plus en mesure de proposer ou d'offrir des réponses économiques viables à cette population qui, justement, une bonne partie est jeune, mais qui veut, parce que toute population dans tous les pays, y compris comme dans le nôtre, attend des gouvernements qu'ils leur apportent des réponses à leurs besoins économiques et sociaux. Mais nos gouvernements aujourd'hui, quand ils ne sont plus en mesure, parce qu'ils ont trop duré et sont au bout du rouleau, ils agitent le spectre des complots internationaux pour essayer de survivre à la tête des pouvoirs. Mugabe a joué sur cette corde-là pendant les 10-12 dernières années. Et aujourd'hui, il y a des batailles de succession. Est-ce que ces batailles prennent en compte l'intérêt général des Zimbabwéens? Ces batailles de succession qui ont cours. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'intérêt général des Zimbabwéens, c'est que le président Mugabe soit mis hors du pouvoir. Parce qu'il est le principal problème au Zimbabwe aujourd'hui. Vraiment, le dire, ce n'est pas manquer d'égards pour, comment je dis, pour ce LD, comme on l'appelle, mais simplement constater que et le sort d'un pays ne doit jamais dépendre d'un individu. Quand un dirigeant d'État en vient à être un problème pour l'ensemble des composants de la société, l'opposition ne le soutient pas, une bonne partie de son parti, la ZANU-PF, parce que les purges qu'il a organisées ces dernières années, depuis 3 ans, en commençant par l'ancien vice-président, et donc, excluant de fait de la compétition interne dans le parti, tous ceux qui travaillaient et s'étaient préparés pour lui succéder. Et ça, ce n'est pas juste dans une Alors aujourd'hui, l'armée semble avoir pris position pour l'ex-vice-président qui a été limogé il y a une semaine. Robert Mugabe serait en train de vouloir s'en remettre
au vote du parti au pouvoir et la population reste dans l'expectative. Quels sont les scénarios de sortie de crise en quelques mots? C'est un peu malin pour le président Mugabe de considérer que la solution ne viendrait que du parti au pouvoir. Parce que, justement, il a organisé, à la demande de son épouse, une purge des adversaires, donc de ses adversaires dans le parti au pouvoir. Donc, à l'intérieur du parti au pouvoir, il est évident que si c'est le parti au pouvoir qui doit choisir la ZANU-PF dans sa configuration, j'allais dire fonctionnelle actuelle, le président Mugabe gagnerait une compétition à l'intérieur de ce parti-là. C'est pour cela que l'enjeu ailleurs, on va aller à la négociation politique, comme elle est en train de se dérouler. Mais si le président Mugabe, qui se sert de la posture de la SADC qui est présidée par l'Afrique du Sud de Zuma, du président Zuma, qui lui-même est un autre phénomène en Afrique australe, s'il se sert de cette posture et des coalitions qui se nouent au sein de l'international socialiste, parce que la ZANU-PF, l'ANC, le parti de celui qui est président de Guinée en ce moment, président Alpha Condé, sont des piliers de l'international socialiste. Et il y a derrière tout ce qui se joue en ce moment, c'est que ces alliances qui ne sont pas forcément idéologiques, elles sont essentiellement intéressées, qui se jouent, mais dans l'intérêt de qui? Pas dans l'intérêt des Zimbabwéens, parce que tant que Mugabe reste au pouvoir, le président Mugabe reste au pouvoir, le risque qu'on débouche sur une guerre civile n'est pas écarté. À défaut, il pourrait s'organiser une insurrection. Mais voyez-vous, l'opposition zimbabwéenne a tellement été rudoyée par le pouvoir de la ZANU-PF, qui certes divisé, a quand même en commun de ne pas vouloir laisser l'opposition qui à un moment donné a été suffisamment légitimée par la population, bénéficier de cette confiance de la population. Alors, l'intervention sud-africaine va-t-elle suffire à pouvoir ramener une situation politique plus apaisée et construire un meilleur avenir pour le Zimbabwe? Moi, je n'ai pas confiance à la médiation sud-africaine. Pourquoi? Quelques heures, des émissaires sud-africains et des militaires zimbabwéens discutent du sort qui doit être réservé à Robert Mugabe, président zimbabwéen qui a passé 37 ans à la tête de son pays. Depuis près de 48 heures, il est placé en résidence surveillée et selon des agences de presse, il participe à cette médiation qui est tenue par des émissaires sud-africains qui discutent avec l'armée, elle qui souhaite que le président Mugabe se retire du pouvoir et cède son fauteuil à son ex-vice-président. Robert Mugabe refuserait cette option de démission et souhaite s'en remettre au parti au pouvoir, la ZANU-PF. Comment analyser cette situation? C'est une édition spéciale d'information. Et pour en parler, pour vous permettre de mieux comprendre l'évolution de la situation politique au Zimbabwe, je reçois sur ce plateau le directeur de publication du journal Le Messager, Alex Gustave Azebazé. Bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir aux téléspectateurs du journal télévisé d'Equinox. Alors, vous suivez de près cette situation au Zimbabwe. C'est un héros de la révolution zimbabwéenne, un acteur majeur de la politique en Afrique de par ses prises de position, qui aujourd'hui est placé en résidence surveillée. Et depuis quelques heures, des discussions entre des émissaires sud-africains et l'armée zimbabwéenne sur le sort réservé à Robert Mugabe. Comment analysez-vous cette évolution de la situation politique dans ce pays? C'est désolant de constater que après le parcours que vous avez bien fait de rappeler d'un nationaliste qui a conduit ou participé à la lutte de libération, a dirigé le pays pendant 3 bonnes décennies, parce que 37 ans c'est pratiquement 40 ans, ne soit pas capable ou n'ait pas pu être capable d'organiser une transition vers sa sortie ou organiser sa propre sortie. Voyez-vous, la situation au Zimbabwe est symptomatique de ce que les pouvoirs qui durent, quel que soit par ailleurs le rôle que chacun des tenants de ce pouvoir-là ait joué éventuellement dans l'histoire des pays, préparent les fins chaotiques, à la fois pour ces dirigeants-là, mais aussi pour les pays. Vous venez de rappeler que le président Mugabe
n'entend pas se retirer, alors que la réalité du pouvoir lui échappe aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui fait tenir Mugabe aujourd'hui? C'est simplement la prise de position des chancelleries, notamment les pays membres de l'Union africaine, même les pays de l'Union européenne, qui, sur le principe, considèrent que la prise de pouvoir par des moyens dits non démocratiques, et c'est un dispositif fort de l'acte constitutif de l'Union africaine, que tout État, tout gouvernement qui s'installe au pouvoir, aux commandes de l'État, en dehors des cadres constitutionnels prévus, ne peut pas être reconnu par l'Union africaine. Alors l'Union africaine qui parle de coup d'État au Zimbabwe, mais l'armée refuse d'évoquer ce terme et parle plutôt d'une tentative de neutraliser des criminels autour du président Mugabe. On a suivi dans un reportage réalisé avec le service politique d'Equinox Télévision, qui fait savoir que son épouse, Grace Mugabe, serait elle aussi une actrice du déclenchement de cette situation politique devenue incertaine. Non, il va de soi que, et je finis par par votre deuxième point, il va de soi que c'est la détermination de l'épouse du président Mugabe, la première dame, sa jeune épouse, parce qu'il faut rappeler que la différence d'âge entre les deux, c'est environ 40 ans. C'est environ 40 ans. C'est le fait pour celle-là d'avoir formé un groupe dit de jeunes qui ont pour la plupart 40-45 ans et qui considèrent que ils doivent pouvoir diriger le pays du simple fait qu'ils ont organisé une coterie autour de cette femme-là, dont personne ne lui connaît un parcours politique quelconque. Personne ne lui connaît, comment je veux dire, un parcours, y compris à l'intérieur de la ZANU-PF, qui est le parti historique, mais au pouvoir aujourd'hui, qui a perdu le pouvoir il y a 10 ans lors des élections, les élections que la coalition de l'opposition avait remportées, mais que cette armée, malheureusement, cette armée et la police avaient contesté. Quand je finis de dire ça, qu'est-ce que cela traduit? Ça traduit simplement une difficulté en Afrique et la peur d'une dégénération de la situation. Alors que les discussions se poursuivent entre des émissaires sud-africains et l'armée zimbabwéenne sur le sort réservé à Robert Mugabe, la communauté internationale scrute de près l'évolution de la situation sociopolitique au Zimbabwe. D'un côté, le Royaume-Uni qui souhaite déjà l'organisation des élections justes, libres et transparentes, et les États-Unis qui restent assez réservés sur la situation politique au Zimbabwe. On fait le point avec Étienne Pascal Azégué. Dans les réactions internationales non plus, on ne parle pas de coup d'État. Le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson, a déclaré que les événements en cours au Zimbabwe pouvaient constituer un motif d'espoir. Ces derniers met par contre en garde contre une transition qui verrait un tyran non élu remplacer un autre. La première ministre britannique, Theresa May, a déclaré devant les députés britanniques, je cite, « Nous observons les développements en cours très attentivement. La situation est encore très mouvante. » Fin de citation, avant d'appeler toutes les parties à la retenue. Les États-Unis, tout comme l'ONU, ne sont pas restés indifférents à la situation qui prévaut à Harare. Un responsable du département d'État a déclaré à l'AFP, je cite, « Le gouvernement américain est préoccupé par les récents actes des forces militaires du Zimbabwe et que les États-Unis ne prennent pas parti dans les questions de politiques intérieures zimbabwéennes », a-t-il ajouté. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, réclame le calme, l'absence de violence et de la retenue. Ce dernier souhaite par ailleurs que les droits fondamentaux soient préservés, dont la liberté d'expression et d'union. L'Union européenne, quant à elle, espère une résolution pacifique, tout comme sa consoeur africaine, qui demande, en plus de la résolution pacifique de la situation au Zimbabwe, le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Dans le reste de l'actualité, les travaux piétinent sur le chantier de construction de la route Hawaï et Sesoa dans le département de la Mefouia-Famba, région du centre. Près de 2 ans après le lancement, le taux de réalisation atteint à peine 14%. Les populations refusent de libérer les emprises de la route tant qu'elles n'ont pas été indemnisées.
Et lors d'une visite du ministre des Travaux publics, c'est une pluie de revendications qui est tombée sur ce chantier inscrit dans le plan d'urgence triennal du Cameroun. Élisée Bogba et Ike Cyril. Sur le chantier de construction de la route Hawaï et Soa dans la Mefou et Afamba, région du centre, le ministre des Travaux publics est accueilli par des revendications de la population. Nous-mêmes, vous êtes sur le terrain, vous avez vu, presque rien ne marche pour le moment. À part les dégagements, on est là, on attend les indemnisations. On nous demande d'attendre. Même le site là où ils ont construit la base là, il n'y a toujours rien, on attend. Donc, on croyait que la visite du ministre allait nous apporter quelque chose. C'est une route longue de 72 km qui va relier la localité d'Hawaï à celle de Soa en passant par Essé. Sur les abords de la route, toutes les emprises n'ont pas été libérées. Certaines maisons sont encore debout. Les propriétaires de ces maisons disent attendre d'être indemnisés avant de libérer les espaces. Les travaux ne peuvent pas bien évoluer parce qu'on attend que le gouvernement, que l'administration indemnise les populations qui sont sur l'itinéraire. Vous voyez donc par endroits, les travaux peuvent avancer par ailleurs, il y a un petit retard. En visite sur le chantier, le ministre des Travaux publics s'entretient avec les techniciens, question de comprendre le processus et d'apprécier le niveau d'avancement du chantier. En attendant, on leur donne les moyens. Depuis le lancement des travaux le 18 octobre 2016, les choses n'ont pas beaucoup bougé sur le terrain. L'installation et le repli du chantier ont été effectués à 63,31%. Le nettoyage, le débroussaillement, l'abattage et la démolition des ouvrages ont été réalisés à hauteur de 25,53%. Le terrassement, pour sa part, est réalisé à hauteur de 11,63%. C'est dit que le chantier n'en est qu'au début. D'ailleurs, on situe le taux d'avancement des travaux à 12,33%. Les acteurs du projet. Au terme de la visite sur le terrain, le ministre des Travaux publics a tenu une séance de travail avec les différentes parties prenantes à la réalisation de ce projet. Le coordonnateur du PNUD au ministère des Travaux publics répond à la question des indemnisations posées par les populations. Actuellement, pour que les populations soient indemnisées, il faut le décret d'expropriation. À ce niveau-là, nous sommes également, le ministre a donné des grandes orientations, parce que c'est un dossier qu'il a personnellement instruit pour l'accélération, afin que d'ici à terme, les populations soient indemnisées. On ne voulait pas accuser un retard, parce que s'il fallait d'abord indemniser, on n'aurait jamais commencé. Donc il a tenu à ce que les travaux commencent, et qu'entre-temps, le processus d'indemnisation, qui n'est pas de son ressort, qui est le ressort d'un autre ministère, puisse être accéléré parce qu'il encadre suffisamment ce processus avec son collègue du ministère des Domaines et des Affaires foncières qui est en charge, n'est-ce pas, la préparation du décret. Le coordonnateur du PNUD évoque également les difficultés rencontrées dans la réalisation de ce projet. La mobilisation de l'entreprise actuellement n'est pas encore au top attendu. Nous avons encore par exemple les concasseurs qui sont attendus. Nous n'avons pas encore vu de concasseurs parce que la roche, c'est quelque chose qui prédispose pratiquement à 70% de la réussite d'un chantier. Donc nous avons un petit retard à ce niveau. Nous essayons de mettre la pression pour que le concasseur arrive, pour que les travaux, n'est-ce pas, d'enrochement, les travaux de béton, les travaux de chaussée puissent commencer à ce niveau. La route Hawaï et Soa rentre dans le cadre du plan d'urgence triennal lancé par le président de la République en 2015. L'ouvrage en est encore à ses débuts, pourtant il connaît déjà ses premiers soubresauts du fait des revendications des populations qui attendent toujours d'être indemnisées. 24 mois, c'est le délai d'exécution des travaux qui vont coûter une bagatelle de plus de 34 milliards de francs CFA. Sur le chantier de construction de la route Hawaï et Soa, Élisée Bogba, Ike Cyril, Equinox Télévision. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'annonce de la disponibilité des produits de grande consommation est loin de rassurer des associations de défense des droits des consommateurs et déplore les spéculations savamment orchestrées en fin d'année par des commerçants véreux pour entretenir des tensions inflationnistes sur le marché. Du coup, des produits se vendent à des prix d'or au grand détriment des consommateurs. Une concertation s'est tenue à cet effet au ministère du Commerce pour régler ce problème à un mois des fêtes de fin d'année. Des précisions avec Emmanuel Diop
et Marcelin Gansop. C'est bientôt la fin d'année, période délicate au cours de laquelle la spéculation dicte souvent sa loi aux consommateurs des produits de masse. À la veille de chaque fête de fin d'année, il est normal que les consommateurs s'inquiètent quand on sait que c'est une période où plusieurs commerçants veulent s'enrichir sur le dos des consommateurs pour fêter correctement, alors que les consommateurs, eux, ils ne fêtent pas bien. C'est aussi une période délicate pour les consommateurs des services de télécommunications. Il y a beaucoup d'abus. Je vais d'abord commencer par exemple par la qualité d'écoute. Il y a des intermittences lors des appels. C'est-à-dire, vous appelez quelqu'un, vous n'arrivez pas à communiquer, les communications se coupent. Il y a de ça. Il y a sur le plan de l'Internet. L'Internet n'est pas disponible. Et quand il est même disponible, il n'est pas de très bonne qualité. Il y a parfois les pertes des réseaux, comme vous l'avez toujours constaté et que nous l'avons toujours décrié. Comme il est de tradition, le gouvernement reste en éveil et entend jouer sa partition afin que les Camerounais passent de joyeuses fêtes, loin des pénuries et autres spéculations entretenues par des commerçants véreux. Quelqu'un dit avait raison que ce n'est pas le jour du marché, n'est-ce pas, qu'on engraisse le poulet. Donc il est toujours bon d'anticiper pour être en mesure de corriger. Et ce que nous constatons, c'est que dans l'ensemble, la leçon a été retenue, puisque les opérateurs ont intégré que leur intérêt n'est pas de spéculer ou de créer des pénuries sur un marché, mais au contraire, de rendre le produit disponible et de fidéliser ainsi la clientèle. Mais la situation est bonne sur l'ensemble des filières. Des associations de consommateurs entendent également veiller au grain. La première chose à faire, c'est que le consommateur doit s'approprier les prix des produits de grande consommation. Ensuite, vérifier pour s'assurer que ces prix-là sont appliqués sur le marché. Et si tel n'est pas le cas, nous saisir afin qu'on puisse amener les responsables du ministère du Commerce en charge de la question du contrôle, de faire le travail. Avec les opérateurs économiques des filières volailles, riz, sucre, produits halieutiques et aquacoles, huiles végétales et produits dérivés, le ministre du Commerce a fixé les bases d'un partenariat franc et sincère afin que rien ne vienne perturber la sérénité des consommateurs pendant les fêtes de fin d'année qui pointent à l'horizon. C'est la principale information en cette semaine. La situation politique toujours confuse et incertaine au Zimbabwe depuis... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'incertitude plane sur l'avenir politique de Robert Mugabe, le président zimbabwéen, placé toujours en résidence surveillée par l'armée. Une médiation est en cours entre les militaires zimbabwéens et des émissaires sud-africains pour décider du sort du héros révolutionnaire. Au-delà de ces discussions, les Zimbabwéens sont partagés entre la joie d'un probable changement politique d'ici quelques mois et l'incertitude et les risques liés au fait que la situation peut dégénérer. On fait le point avec les réactions de la communauté internationale en ouverture de ce journal. Le plan d'urgence triennal annoncé il y a 2 ans au Cameroun est loin d'avoir réussi son pari, à savoir accélérer le développement de plusieurs localités au Cameroun. Vous verrez dans ce journal comment l'épineux problème des indemnisations bloque la construction d'une route dans la Mefouya-Fomba, région du centre. Et à 1 mois des fêtes de fin d'année, des associations de défense des droits des consommateurs déplorent des risques de spéculation savamment orchestrés par des commerçants pour faire grimper les prix des produits de grande consommation. Le ministre du Commerce tente de rassurer, mais les consommateurs restent inquiets et s'expriment dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Sa situation politique reste incertaine au Zimbabwe. Robert Mugabe, le président de ce pays, est toujours placé en résidence surveillée depuis 48 heures. Et depuis ce début de journée, il y a des émissaires sud-africains
qui discute avec des militaires zimbabwéens. Selon des agences de presse, l'armée souhaite que Robert Mugabe cède son fauteuil présidentiel à l'ex-vice-président afin qu'il puisse tenir une transition. D'autres sources évoquent le refus de Robert Mugabe de démissionner et qui souhaite s'en remettre à un vote du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Pendant ce temps, les Zimbabwéens sont partagés entre la joie d'un probable changement politique et les risques que la situation dégénère. On fait le point avec Eric Martial Ndiomo. Alors que la situation reste confuse au Zimbabwe, de nombreuses réactions fusent de la capitale Harare. Plusieurs hommes politiques n'hésitent pas à pointer un doigt accusateur sur Grace Mugabe, l'épouse du chef de l'État présentée comme principale cause de l'instabilité actuelle. This lady, Grace Mugabe, is in Zimbabwe right now. The reports that she's out of this country are incorrect. Grace Mugabe est actuellement au pays, contrairement à ce qui est dit par certains. A-t-elle contribué à accélérer le pourrissement de la situation? Je répondrai par l'affirmative. Elle s'est souvent servie des jeunes pour son ascension politique. Elle ne peut pas attaquer et sous-estimer un patron de l'armée et espérer que ses subalternes la respectent. Elle a trop défié cette armée et certains de ses hommes. En cela, je pense qu'elle est responsable de la situation. She keeps on taunting them. She kept on taunting them. Something had to give. So yes, she contributed to this. Les militaires Sam Tenya, les reines du pouvoir, Kudzai Chipanga, le leader des jeunes de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, présenté comme proche de Grace Mugabe, a fait allégeance aux militaires. Public apology to the Commander Defense Forces, General Constant Govea Chiwenga. Je présente des excuses publiques au commandant des forces de défense, le général Constant Chiwenga, au commandant de l'armée nationale du Zimbabwe, au commandant des forces aériennes, aux forces de défense en général et au peuple zimbabwéen pour certaines déclarations faites par moi et mes camarades. En tant que leader des jeunes du parti au pouvoir, j'ai pris du recul et admis mes erreurs. J'ai rendu public un document qui dénigrait vos autorités respectives. C'est une erreur de jeunesse. Nous apprenons encore de ces erreurs. Je n'ai pas été forcé à faire ces déclarations. J'ai décidé de mon propre chef de venir à la télévision nationale présenter ses excuses. J'engagerai des démarches pour rencontrer ces hauts gradés de l'armée afin de formaliser ces excuses. Au sein de la population à Harare, les sentiments sont partagés entre la joie liée à la perspective d'un changement de régime